Gao se trouvait dans la cour du palais à tenter de régler les menus problèmes sociaux et autres conflits de voisinage que les habitants venaient lui soumettre. En l'absence du roi, il lui incombait de présider les audiences qui avaient été accordées. Tantôt, il laissait un autre conseiller intervenir, tantôt il se chargeait de régler le différend. C'était le 6e cas de la matinée, et comme toujours, il y avait du monde qui assistait aux différentes querelles qu'il devait résoudre. En effet, il était admis d'y assister à condition de ne pas trop manifester. Mais ces audiences offraient souvent l'occasion d'assister à des situations plus cocasses que sérieuses, si bien qu'il n'était pas toujours facile de garder l'assistance silencieuse. Cette fois, 2 voisins se querellaient à propos d'œufs de poule. L'un en était le propriétaire, mais cette dernière avait eu la mauvaise idée, pour son possesseur, d'aller pondre dans le débarras du voisin, que ne s'était pas privé de préparer une délicieuse omelette. Le propriétaire du volatile exigeait donc un dédommagement car il estimait avoir été volé. Mais quel dédommagement! Je veux tout simplement qu'il me rende mes œufs, clamait-il, les œufs que ma poule a pondus. Gao avait déjà compris qu'il ne voulait pas arriver à une solution raisonnable, d'où son insistance à réclamer l'impossible. Par contre, son adversaire semblait plutôt s'amuser. « Mais voyons, dit le premier conseiller, ce n'est pas possible, Fouca. Il les a mangés, il t'en donnera d'autres en échange. »« Je ne veux rien savoir, je veux les œufs de ma poule. »« Tu n'auras rien, tu entends ?» répliqua le mangeur d'omelette. « Ta poule vient constamment chez moi me picorer du maïs ou des arachides dès que j'ai le dos tourné. Elle salit mon débarras avec des déjections et je ne t'ai jamais demandé réparation. Mais personne ne t'a jamais empêché que je sache. Ah oui ? Eh bien, personne non plus ne m'a empêché de manger tes œufs et je me suis bien régalé. De toute façon, ils avaient été pondus chez moi et j'avais autant le droit que toi de les manger. L'omelette était bien bonne en tout cas. » L'assistant se retenait difficilement de rire. « Allons, mes amis, du calme, » intervint Gao. « Écoute bien, Makoso. Tu devras donner la moitié de la quantité d'œufs que la poule avait pondus. C'est vrai que celle-ci t'a déjà causé des désagréments et que tu avais droit à réparation, mais tu ne devais pas consommer ainsi ces œufs. »« Très bien, j'accepte ta décision, Gao. »« Ah non, ça ne va pas se passer comme ça, vociféra Fouca. Les œufs de ma poule sont les meilleurs du royaume et je... »« Ah oui, l'interrompit Makoso. Tu as dû sentir la bonne odeur de l'omelette ce jour-là. En fait, ce que tu me reproches, c'est de ne pas t'avoir invité, cher ami. » L'assistance ne put se retenir de rire. « Ça suffit, » ordonna le premier conseiller. « Fouca, sois raisonnable, tu n'es pas un enfant. Tu ne veux tout de même pas que Makoso ponde tes œufs, non ? Alors tu vas accepter ce qu'il te donne en remplacement, et on n'en parle plus. »« Mais je ne peux pas accepter. Aucun autre œuf ne vaut ceux de ma poule. »« Tu t'entêtes ? » ?»« Je ne m'entête pas, conseiller. Je veux mes œufs, c'est tout. » Gao soupira et se rejeta dans son siège, tandis que la foule huait l'entêté. « Très bien, dit-il, après avoir marqué une pause. Dis-moi, Fouca, il me semble avoir déjà entendu parler de ta poule. J'ai la nette impression d'en avoir déjà eu des échos. D'où la tiens-tu donc ? » C'est ma poule, balbutia Fouca, surpris. « Je veux bien te croire, mais où te l'est-il procuré ? Insista Gao. « Je ne sais plus, c'est ma poule. »« Appelez-moi Abdi, il interviendra comme témoin. Tout compte fait, ta décision est une bonne décision. J'accepterai n'importe quelle quantité d'œufs que Makoso voudrait bien me donner. Même un seul suffira. Allons, Fouca, sois sérieux. Tu ne voudrais tout de même pas qu'Abdi se soit déplacé pour rien. Il est là, alors nous allons l'écouter. » Abdi apparut. Il avait une 50aine d'années et semblait très sûr de lui. Il salua l'audience. « Nous t'écoutons. »« Eh bien voilà, j'ai un poulailler et donc des poules. Quelquefois, il y en a qui disparaissent. Il m'arrive d'en retrouver parce qu'une personne ou une autre aurait eu la bonté de me les ramener, ou alors elles reviennent d'elles-mêmes. Voyez-vous, mes poules savent que je suis bon avec elles et... Viens-en au fait, s'impatienta Gao. Eh bien voilà, toutes mes poules
ont une marque spécifique sous l'aile. Et je suis sûr que Fouca aura noté cette marque. Mais il n'a pour l'instant pas songé à me ramener ma poule. Le premier conseiller prit un air faussement étonné. Tu veux dire qu'en fait, cette poule pour laquelle Fouca nous fait tout ce tapage ne lui appartient même pas? C'est exactement cela. Veux-tu porter plainte, Abdi? Cela dépendra de l'attitude de Fouca, conseiller. Gao se tourna vers Fouca, qui semblait vouloir disparaître sous terre. Alors, es-tu prêt à accepter cet arrangement, ou est-ce que tu t'entêtes à ne vouloir que les œufs de ta poule? Le public se laissa aller à un nouvel éclat de rire et à des huées retentissantes. Silence, silence, ordonna le premier conseiller. Fouca semblait de plus en plus petit. Eh bien, après avoir bien réfléchi, j'accepte. D'ailleurs, je retire aussi ma plainte. Entre voisins, on doit pouvoir s'entendre, dit-il en se tournant vers Makosso d'un air honteux et confus. Ton esprit de conciliation t'honore, ironisa Gao avant de conclure. L'incident est donc clos. Merci, Abdi. L'audience est levée. Alors que Fouca s'en allait sous les rires moqueurs des badauds, la cour du palais se vida. Pendant ce temps, Gao demanda à voir la princesse. Elle le reçut au bord de la falaise, là où ils étaient sûrs que leurs paroles ne tomberaient pas dans des oreilles indiscrètes. Où en est-il, princesse? Il semble progresser assez vite. La dernière fois que j'ai été le voir, il disparaissait sous le mur. J'espère tout de même qu'il ne va pas avoir à démolir tout le dessous de la salle du conseil. Il serait tout simplement enseveli. Oh, je pense que cela n'arrivera pas, papa Gao. J'ai comme l'impression qu'il cherche une sorte de cavité ou quelque chose de ce genre. Qu'est-ce qui te fait croire cela? Demanda le vieil homme en la dévisageant. Il est en train de creuser allongé sur le sol, comme s'il voulait garder le tunnel le plus étroit possible. Et à la position de ses pieds, il m'a semblé qu'il creusait en profondeur, comme s'il voulait arriver à un endroit précis. Alors, ou bien il cherche une grotte, auquel cas il la verra forcément dessus, ou bien il connaît l'endroit précis où se trouve ce qu'il cherche, ce qui, je crois, n'est pas le cas. En effet, le premier conseiller était dubitatif. Une grotte sous le palais? Qui aurait imaginé une chose pareille? Ce n'est qu'une supposition de ma part, lui rappela la princesse. Oui, bien sûr, mais c'est une très bonne supposition, très très bonne. Il est vrai que ce palais a vu passer tant de générations que certaines informations ont pu s'évaporer avec le temps, et... Le roi! Le roi! Le roi! Les cris d'enfants venaient de l'entrée de la cour du palais. Le premier conseiller et la princesse se regardèrent, interloqués. Mais les cris redoublaient de plus belle. Alors ils se décidèrent à aller voir ce qui se passait. Le cortège royal était en train d'entrer dans la cour du palais. Les porteurs paraissaient épuisés, comme s'ils avaient non pas seulement porté leur charge, mais aussi livré un combat. La princesse se précipita vers son père. « Mais qu'y a-t-il donc, père? Pourquoi ce retour si prématuré? Que s'est-il passé ?»« Oh, ma fille, si tu avais vu ça... »« Vu quoi, père? De toute ma vie, jamais je n'avais enduré cela. »« Mais quoi donc ?» demanda impatiemment Gao. « Regardez donc ces pauvres garçons, fit-il en désignant de la main les porteurs exténués. Lutter contre un vent violent est déjà très difficile, mais si en plus ce dernier est froid, alors c'est à y perdre ses forces et même la vie, car ce froid-là aurait pu tuer Gao. Majesté, viens donc t'asseoir et te reposer, lui conseilla Gao en l'entraînant vers le siège royal que l'on avait précipitamment sorti. Ainsi tu pourras tout m'expliquer calmement. Il se tourna vers la princesse. Veille à ce que tout soit en ordre pour ce retour ô combien inattendu de notre bien-aimé souverain, dit-il en lui adressant un regard complice. Mais la jeune fille savait déjà ce qu'elle avait à faire. Elle s'éclipsa vers le palais, croisant sa mère qui accourait, alertée par le remue-ménage. Mais qu'est-il donc advenu de ce beau projet de visite du royaume? Ironisa-t-elle en voyant son vieil époux assis au beau milieu de la cour. Hé, femme, tu ne devrais pas parler ainsi. Nous aurons très bien pu ne jamais revenir, répliqua le roi. Il se leva,
C'était comme, comme un barrage sur notre route, un barrage d'air froid. Comme lorsque l'on entre dans de l'eau glacée. Au début, nous nous sommes dit que ce n'était que passager. Bien que déjà intrigués par la température étrangement basse de ce vent, surtout pour la saison, et puis il s'est mis à s'amplifier, plus fort et plus froid à mesure que nous avancions. C'était comme s'il nous défiait d'avancer. Pour moi, ce vent n'était pas ordinaire. La période devait être mal choisie pour une telle expédition, et Dieu aura voulu nous le faire savoir. Le roi Bidi avait conclu que ce vent était l'œuvre de Dieu. Mais certains membres du cortège pensaient tout autre chose. Et parmi les badauds qui étaient venus assister au retour du cortège royal, un bruit courait déjà. Les esprits s'étaient manifestés. Ils avaient pris la forme d'un vent glacial et les avaient réprimandés, tant et si bien qu'ils avaient dû repousser chemin. Et pourquoi ? La réponse venait d'elle-même. L'absence de Cana de l'expédition. C'était tout de même lui qui avait sauvé le royaume de la sécheresse, et il aurait dû lui être fait l'honneur de prendre part au cortège. On aurait dû attendre qu'il se rétablisse. Quant au premier conseiller, il avait de son côté une troisième explication à ce curieux phénomène. Cana. Encore une fois, le prince étranger avait atteint son objectif en usant d'un stratagème qui ne permettait pas de penser à une intervention, ou du moins à une volonté humaine derrière ce qui venait de se passer. Très habile. Soit Cana était doté de pouvoirs extraordinaires, soit il avait un allié très puissant. Dans les deux cas, il serait très difficile de le contrecarrer. Quoi qu'il en soit, la tournure des événements prouvait que pour garder le roi sous emprise, il devait rester au palais. C'était indéniable. Le premier conseiller n'osa pas penser à ce que serait la réaction de son souverain s'il venait à découvrir ce qu'il avait entrepris en son absence. Dans la remise où elle avait laissé Zola, la princesse tentait désespérément de le rappeler. Il fallait faire vite, car bientôt il ne pourrait plus profiter de la cohue pour repartir, sans compter qu'il serait dans un tel état physique, avec de la terre plein la tête et le corps. « Zola !» tenta-t-elle à nouveau. « Zola !» Toujours aucune réponse. Était-il déjà si loin ? Tout de même pas au point de ne pouvoir l'entendre. « Je t'en prie, réponds-moi. Mon père le roi est revenu. » Sa voix se perdit une nouvelle fois dans les profondeurs du palais. Mais en criant trop fort, elle risquait d'attirer l'attention. Que faire alors ? Elle n'osait pas prendre la décision de boucher l'orifice et piéger Zola. Que faire ? Que faire ? Il fallait se décider très vite. Elle regarda vers le couloir où Fatou faisait les guets. Elle avait un instant pensé qu'à deux, elle pourrait essayer de déplacer quelques malles et camoufler plus ou moins le trou, mais ce ne serait pas suffisant. Il lui faudrait tout de même affronter les interrogations de son père le roi, si jamais il venait à découvrir le poteau rose. C'était envisageable, car les serviteurs auraient des affaires à ranger dans ces malles qui auraient dû rester vides encore quelques jours. Ou alors, elle s'arrangerait pour s'en occuper elle-même. Elle pourrait peut-être gagner ainsi un temps précieux, sans doute pas beaucoup, mais peut-être suffisant. Allongée dans sa chambre, Cana savourait sa dernière réussite. Ses informateurs lui avaient en effet rapporté que le déplacement du roi avait tourné court pour des raisons mystérieuses. Pour des raisons mystérieuses. Il les connaissait, ces raisons mystérieuses, pour les avoir faites invoquer. Il ne fallait pas que le roi s'éloigne du palais. Il avait réussi à le faire revenir, mais aussi à semer le trouble dans l'esprit des habitants, et même plus, car ils estimaient que c'était en sa faveur que ces événements s'étaient produits, empêchant le roi de visiter son propre royaume. Il fallait vite profiter de cette situation avant qu'elle ne sorte un peu trop vite de l'esprit des gens. Il fallait battre le fer pendant qu'il était chaud, accélérer le processus. Pour commencer, elle allait sortir de sa retraite forcée. En fait, il n'avait jamais été malade. Il ne fallait tout simplement pas qu'il soit du cortège qui aurait été renvoyé par les esprits. Il irait s'enquérir auprès du roi de cette mésaventure, puis proposerait d'aller à sa place, et au nom du roi, visiter le royaume et lui rapporter ce qu'il aurait observé. Le fait que les esprits lui autorisent, lui, à partir en expédition, marquerait encore plus les simples d'esprit qu'étaient les habitants de ce royaume, comme tant d'autres d'ailleurs. Mais il fallait tout de même faire attention, car tous ne l'étaient pas tant que cela. En fin d'après-midi, Cana alla donc rendre visite au roi.
Ce dernier lui fit part de son épopée de la journée. Ainsi, nous avons préféré rebrousser chemin, car les événements semblaient vraiment s'acharner contre nous, conclut-il. Et si je n'avais pas été dans l'impossibilité de me joindre à vous, j'aurais sans doute subi la même mésaventure. Certainement, Cana, acquiesça le roi. À moins que... À moins que quoi? Le prince semblait hésiter quelques fractions de seconde. À moins que ma présence, parmi vous, n'empêche les événements de s'abattre ainsi sur le cortège. Après tout, comme je ne suis qu'adopté dans le royaume, on peut dire que je ne suis qu'à moitié d'ici, et si les esprits de l'Ouémo n'avaient pas le pouvoir d'agir totalement sur moi. Je ne sais que répondre à cette théorie, Cana. Le roi était dubitatif. Où voulait donc en arriver le jeune prince? Celui-ci ne tarda pas à dévoiler ses pensées. Je te propose, roi Bidier, d'aller en ton nom visiter le royaume, d'être ton messager, et de te rendre compte de ma visite dès mon retour. Je suis prêt à partir dès demain matin si tu me donnes ton consentement. Le roi ne dit rien. Représenter le roi, où que ce soit, en quoi que ce soit, était un grand honneur et une grande responsabilité que l'on ne confiait pas au premier venu. Aux yeux de la population, Cana était un bienfaiteur, un sauveur. De ce point de vue, il n'y aurait pas d'incompréhension. Les avis hostiles seraient plutôt à trouver du côté de ses conseillers. Il les parcourut du regard. Il décela bien quelques réticences dans les yeux de certains, mais aucun n'exprima sa réprobation. Même pas Gao, qui semblait pourtant totalement réprouver cette proposition. De toutes les façons, cela n'aurait rien changé car sa décision était déjà prise. Il ramena son regard sur le fils du roi Bangou. « Je te suis très reconnaissant pour ta proposition, Cana, et c'est avec grand plaisir que je te confie cette tâche si chère à mes yeux et qui te consacrera encore un peu plus comme un enfant du pays. Je pense que tu en es digne. Et demain, si les esprits n'envoient pas un vent glacial barrer ta route comme il l'a fait pour moi, alors je saurai que j'aurai pris la bonne décision. » Cana se leva. « Je suis très honoré de la confiance que tu m'accordes, roi Bidier. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas te décevoir. Dès demain donc, je me mettrai en route avec ma suite. » Le premier conseiller fulminait. Il était envahi d'un indescriptible sentiment de colère et de culpabilité. Il s'en voulait maintenant d'avoir eu cette idée de faire une tournée dans le royaume. Une idée qui ne servait maintenant à rien d'autre qu'à offrir sur un plateau une occasion de plus au prince étranger de se faire valoir aux yeux des habitants. Il ne faisait en effet aucun doute que celui-ci irait faire sa balade à travers le royaume sans être importuné par de quelconques esprits, et ce serait grâce à lui Gao, alors qu'il faisait tout pour le démasquer et entraver ses projets. Quelle ironie! Il chercha furtivement la princesse du regard. Leurs yeux se croisèrent, et il eut juste le temps d'y déceler une lueur d'inquiétude avant qu'elle ne baisse son regard. Effectivement, il y avait de quoi être inquiet. Mais en la regardant à nouveau, il se dit qu'il devait y avoir autre chose. Il pensa alors à son fils. Que devenait-il ?